Bonjour et bienvenue à cette vidéo où nous allons explorer la calorimétrie. La calorimétrie, c'est un outil, un processus pour mesurer des variations d'enthalpie. Donc, nous allons explorer comment ça fonctionne et comment on peut utiliser un appareil qui s'appelle un calorimètre justement pour réaliser ce genre de mesure. Alors, la calorimétrie, comme je viens de le dire, c'est l'étude des variations d'énergie associées aux transformations physiques ou chimiques. C'est pas juste pour les réactions chimiques, on peut également l'utiliser pour observer des choses comme la dissolution ou pas la solubilité, mais l'ébullition, le point de fusion, n'importe quelle variation d'enthalpie, on peut le mesurer à l'aide d'un calorimètre. Puis essentiellement, ce que c'est un calorimètre, c'est l'outil qu'on utilise. Il y a plusieurs images ici d'un calorimètre, mais c'est un peu comme un contenant qui est isolé, essentiellement. On essaie de créer un système isolé, autant que possible. Donc, une façon facile de le faire, c'est de prendre deux verres en styromousse et de les mettre un à l'intérieur de l'autre. Celui à l'extérieur agit comme isolant pour celui à l'intérieur. Et là, à l'intérieur, on ajoute une solution. Puis là, on peut évaluer l'effet d'une réaction si on met plusieurs choses là-dedans ou si on met juste, par exemple, une chose, on peut mesurer les changements de phase, par exemple. Et on insère un thermomètre à l'intérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui va briser l'isolation du calorimètre parce qu'il faut quand même avoir un trou pour rentrer un thermomètre. Et souvent, on aura également un agitateur pour mélanger parce que sinon, si c'est mélangé, on a une consistance à l'intérieur de notre calorimètre. Des calorimètres plus complexes, donc ça c'est une image d'un calorimètre qui on ne peut pas voir à l'intérieur, mais vu de l'extérieur, à quoi ça a l'air. Vu de l'intérieur, on peut également avoir des calorimètres qui sont plus isolés en ayant un contenant de réaction à l'intérieur qui est isolé par de l'eau et ensuite isolé par les murs du calorimètre. Donc, différents concepts. L'idée, c'est d'avoir une réaction contenue dans quelque chose qui est isolé de l'extérieur. Donc, le nom calorimètre provient de l'unité des calories, qui était une ancienne mesure de l'énergie. Aujourd'hui, on utilise le joule, et un calorie est égal à 4,184 joules, si jamais vous devez faire un changement d'unité comme ça. Et ouais, c'est pas mal ça. On va, j'espère, faire en classe une expérience avec un calorimètre pour justement voir comment ça fonctionne. Donc là, je viens pas mal d'expliquer comment le calorimètre simple fonctionne. Donc ce que je voulais montrer ici, c'est que, évidemment, on a besoin de garder une pression et volume constant pour que nous puissions utiliser les formules de l'enthalpie que nous avons dérivées. Donc, si on était à une pression et volume constant, nous pouvons dire que l'énergie thermique, par exemple de l'eau dans le calorimètre, est égale au changement, aux variations d'enthalpie de l'eau. Et donc, nous pouvons utiliser notre formule de MC delta T pour calculer le changement d'enthalpie à l'intérieur du calorimètre. Et parce que c'est un système isolé, et à cause de la première loi de la thermodynamique, la variation d'enthalpie du système va être le négatif de la variation d'enthalpie de l'eau. Donc ici, juste pour vous donner du contexte, le système, c'est vraiment tout ceci. Et donc, l'eau agit comme modèle du système. Ce qui rentre dans l'eau doit venir de quelque part. Ce que l'eau dégage doit aller quelque part. Donc, l'eau
Si par exemple l'eau est chauffée de 10 degrés, ça veut dire que nous avons ajouté de l'énergie thermique de quelque part. Donc, l'énergie absorbée par l'eau sera de l'énergie qui a été enlevée du milieu extérieur. Alors, pour que notre calorimètre fonctionne, pour que nos équations représentent bien ce qui se passe dans le calorimètre, nous devons faire quelques suppositions. Premièrement, que le système est réellement isolé. Évidemment, ça c'est difficile à réaliser, mais le plus qu'on peut isoler le système, le plus fiable que seraient nos résultats. Que l'énergie thermique échangée entre les composantes est négligeable. Donc, par exemple, si tu as 2 verres de styromousse, l'énergie thermique échangée entre un verre et l'autre verre est négligeable. On veut vraiment que tous les échanges d'énergie soient à l'intérieur de la matière qu'on est en train d'investiguer. Que la concentration de la solution est assez basse, que l'eau retient ses propriétés. Nous avons besoin de pouvoir savoir la capacité thermique massique. Donc, nous voulons, ce serait facile si on peut prendre pour acquis que si on met une solution aqueuse dans le calorimètre, que la capacité thermique massique va être égale à celui de l'eau. Sinon, il faut trouver une façon de le mesurer. Donc, si nos concentrations sont assez faibles, nous pouvons supposer que les propriétés sont comme celles de l'eau. Et évidemment que la pression et le volume demeurent constants. Parce que sinon, il faut compter l'influence du travail sur les variations d'enthalpie. Si la pression et le volume sont constants, il n'y a aucune correction à faire pour ce travail. Donc, l'enthalpie molaire de la réaction, c'est vraiment une forme générale de la variation d'enthalpie qui a lieu pendant une réaction chimique. Dans la dernière vidéo, nous avons vu l'enthalpie molaire standard de la combustion. Ça, c'est une forme plus spécifique de l'enthalpie molaire de la réaction. Ici, cette enthalpie peut s'appliquer à n'importe quelle réaction et non juste la combustion. Donc, le calorimètre va nous permettre de mesurer la variation d'enthalpie pour les quantités qui sont dans le calorimètre. Mais disons que tu fais deux expériences avec deux quantités différentes, comment les comparer? C'est pour ça que nous calculons l'enthalpie molaire de la réaction, c'est-à-dire l'enthalpie pour une mole d'un réactif. Alors, pour comparer un réactif, parce que nous savons que l'enthalpie respecte les lois de la stoichiométrie, nous pouvons mettre nos enthalpies sur une base commune, les moles, afin de comparer les enthalpies molaires de réaction, ΔHR. Donc, pour un mol d'une réaction comparé à une mole dans une autre réaction, nous pouvons comparer lequel, pour une mole, va avoir la plus grande variation d'énergie. Ceci implique aussi alors que nous avons besoin de savoir nos réactifs limitants et en accès si on fait la stoichiométrie. Toutes les règles et les principes de la stoichiométrie doivent être respectés. Donc, faisons un exemple. Page 305, numéro 24. Nous dit, dans un calorimètre simple, on mélange 250 ml d'une solution de chlorure de barium. Alors, nous avons un volume de 250,0 ml et c'est à une concentration de 0,120 mol par litre. Et c'est mélangé avec une solution de sulfate de sodium. Donc, nous avons ici un volume de 150 ml à une concentration de 0,2 mol par litre. Un précipité de sulfate de barium se forme. Alors ici, nous avons notre réaction de déplacement double. Nous allons échanger le barium et le sodium. Ça va nous donner le sulfate de barium solide et
le chlorure de sodium. Alors, il faut équilibrer l'équation en mettant un 2 là. Et là, notre équation est équilibrée. Et on nous dit que la température initiale des deux solutions est de 20 degrés Celsius. Alors, ça c'est notre première donnée. T1 est égal à 20,00 degrés Celsius. Après leur mélange, la température finale, T2, est de 20,49 degrés Celsius. Donc, en formant cette précipité, nous avons une légère augmentation de la température. Et nous voulons savoir l'enthalpie de réaction en kilojoules par mol du sulfate de sodium. Donc, nous voulons savoir l'enthalpie de réaction pour le sulfate de sodium, en se basant sur le sulfate de sodium. Parce que quand on fait l'enthalpie molaire de réaction, il faut utiliser un réactif ou l'autre comme notre base. Parce qu'on c'est soit par un mol d'un réactif ou par un mol d'un autre réactif. On peut supposer, dans la question, ça nous dit qu'on peut supposer que les solutions ont des masses volumiques et des capacités thermiques massiques égales à celles de l'eau. Donc, les concentrations sont assez faibles qu'ils peuvent être représentées par les propriétés de l'eau. Ça veut dire que notre valeur de C, notre capacité thermique massique, sera de, là je retourne à la page 280, 4,18 joules par gramme degré Celsius. Ça, c'est la capacité thermique massique de l'eau liquide. Alors, ce que nous voulons faire, c'est que nous savons que delta H va être égal à Q, qui va être égal à MC delta T. Maintenant, nous savons C, nous savons delta T, parce que nous avons T1 et T2. Nous ne savons pas la masse, mais nous avons nos volumes et nos concentrations. Et on nous dit dans la question que les masses volumiques sont égales à celles de l'eau. Je rappelle que la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par millilitre. 1 millilitre de l'eau a une masse de 1 gramme. Alors, nous pouvons dire que on a « 250 grammes de BaCl2 et 150 grammes de sulfate de sodium. » Tout comme on peut dire que c'est des volumes. Donc, ça nous donne notre masse. Et ici, nous devons utiliser la masse totale. Donc, la masse totale ici va être 400,0 grammes. 250 grammes de BaCl2 et 150 grammes de sulfate de sodium mis ensemble à l'intérieur de notre calorimètre. La masse totale dans le calorimètre est de 400 grammes. Et parce que c'est un système isolé, la loi de la conservation de la masse nous dit qu'à la fin, on devrait également avoir 400 grammes dans le calorimètre. Donc là, on peut faire notre calcul. Delta H est égal à 400 grammes fois 4,18 joules par gramme degré Celsius. Et là, notre delta T, puis je vais le faire de côté ici, delta T va être égal à 20,49 moins 20 ou 0,49 degrés Celsius. Donc, si on regarde nos unités, grammes et grammes va s'annuler, degrés Celsius et degrés Celsius va s'annuler. Notre réponse va être en joules, ce qui est parfait. Et delta H est égal à 819,28 joules. Et là, en fait, je devrais seulement avoir 3 chiffres significatifs. Donc, on va dire 819 joules.
Donc ça, c'est l'enthalpie de réaction, mais nous voulons l'enthalpie molaire de réaction selon le Na2SO4. Donc là, il faut savoir combien de moles de Na2SO4 est-ce qu'on avait, combien de moles de sulfate de sodium. Et c'est là où on va utiliser notre concentration. Parce que N est égal à C fois V. Donc, nous pouvons dire qu'on a 0,2 mol par litre fois, et là, je vais convertir mon volume à 0,150 litres. Et nous savons que nous avons 0,03. Et là, je devrais avoir 3 chiffres significatifs. Mol. 0,030 mol de sulfate de sodium. Donc, là, je peux diviser mon enthalpie par le nombre de moles pour trouver l'enthalpie molaire. Alors, je sais que ça devient un peu long, mais on va trouver de l'espace ici. Faire ça en vert. Donc, j'ai delta HR est égal à delta H divisé par N. Bien, on va continuer en bas ici. J'ai 800, puis là, ouais, je vais faire la réponse en joules. 819 joules par 0,030 mol, et ça me donne 27 300 joules par mol, ou 27,3 kilojoules par mol. Donc, l'enthalpie de réaction ici, pour le sulfate de sodium, c'est 27,3 kJ par mol. Et là, je viens de réaliser que je viens de faire une petite erreur. Delta H devrait être égal à négatif Q. Parce que Q, c'est la variation d'énergie à l'intérieur de solution. Donc, par exemple, si la solution produit de la chaleur, c'est de la chaleur qui va vouloir échapper, qui va être dégagée de la solution, ça devrait être négatif. Donc, ça devrait en fait être négatif 27,3 parce que le système ici va dégager 27,3 kJ d'énergie par mol, parce qu'en faisant le précipité, nous allons dégager de l'énergie.